Ok, j'y vais. Bonjour. Donc, je crois que Marie-Claude m'a présenté tout à l'heure. Je vais rééditer vaguement. Tu vas présenter ta personne, parce que j'ai présenté ton action, mais ta D'accord. personne, puisque je ne te connais pas beaucoup. Ok. Donc, moi, je remplace Jean-Luc Collas, qui a eu un petit problème technique et physique, qui devait venir à Val-d'Rôme et présenter le 2 août, c'est-à-dire mardi prochain, cette démonstration. Donc, c'est comme ça que d'ailleurs que c'est inscrit sur le site de la SAF. Et puis, donc la semaine dernière, il m'appelle et il me demande si je peux pas, parce qu'il savait que je monterais. Donc, je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Et puis, ce matin, il n'y avait pas de problème non plus. Je remplace au pied levé Hélène, je crois, qui devait faire un diaporama sur les insectes. C'est ça l'idée? Ok. Donc, moi, je suis Bruno Vergne, correspondant à NPCEN comme Jean-Luc, à part que je ne suis pas au conseil d'administration. Je suis correspondant 07 historiquement, c'est-à-dire l'Ardèche, pas très loin d'ici, de l'autre côté du Rhône, et la Drôme de temps en temps, officiellement 07 et 26, on va dire. Donc là, Jean-Luc a fait un diaporama sur les LED en milieu urbain. Donc les LED, c'est une technologie d'éclairage qui existe depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant, qui s'est de plus en plus imposée de par, entre guillemets, ses avantages, faut bien le dire, c'est-à-dire à la fois des durées de vie de lampes beaucoup plus longues, tout du moins sur le papier, parce que bon, comme ça à 15-20 ans, on n'a pas encore suffisamment de recul pour voir si effectivement on tient les durées de vie annoncées par les constructeurs, puisque ça va au-delà éventuellement dans certains cas, 30 ans, 35 ans. Et également un rapport financier, puisque effectivement, pour le même niveau d'éclairement, on a des consommations électriques bien moindres. Voilà. Par contre, ça s'accompagne effectivement de certaines particularités, de points négatifs, on va dire, en termes de nuisance, parce que c'est un éclairage qui a la nécessité d'être très directif. S'il est mal positionné au niveau du candélabre, c'est-à-dire si la zone d'éclairement n'est pas clairement dirigée, étant donné qu'il est extrêmement puissant, il peut être effectivement très dommageable pour ce qu'on appelle les pollutions lumineuses, et également les lumières intrusives, qui est une forme de pollution lumineuse que je vais détailler sur le diaporama. Alors Jean-Luc a souhaité, je passe au suivant apparemment, là. Donc Jean-Luc a souhaité diviser en 6 parties ce diaporama, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous parler de certains courriers qu'on a reçus des usagers sur le mail généraliste de la NPCEN. Marie-Claude vient de vous en parler, si j'ai bien suivi également. Elle fait son travail de militante. Donc la NPCEN, c'est une adhésion loi 1901, sans but lucratif. Et on a un site internet, on y reviendra, enfin j'y reviendrai à la fin du diaporama, et il y a la possibilité d'envoyer des mails lorsque les personnes sont gênées par éventuellement un éclairage trop directif, voilà, qui les gêne dans leur quotidien, soit dans les appartements, soit chez eux, en dehors de chez eux, etc. Donc, on a divisé en 6 parties le diaporama. Une partie de courrier qu'on a reçu des usagers. Il faut savoir que depuis que la LED est implantée, c'est quelque chose qui se généralise de plus en plus. On a de plus en plus souvent des courriers. Même moi, au niveau du 07 et du 26, j'ai effectivement ce genre de problématique qu'on n'avait pas dans les anciens systèmes d'éclairage, qu'on avait moins. Parce que, bon, après, ça dépend éventuellement des installateurs. Mais là, on est sur des puissances beaucoup plus élevées, donc des nuisances plus importantes. On verra également un point de vue des maires, les élus en fait, qui prennent les décisions d'éclairage au niveau de leur commune. Le point de vue des professionnels, c'est-à-dire en l'occurrence de ce qu'on appelle le syndicat de l'éclairage en France, puisqu'en France, c'est pas très compliqué l'éclairage. À peu près tous les départements ont un syndicat d'éclairage qui dépend du syndicat de l'AFE, de l'Association française de l'éclairage, qui chapeaute l'ensemble des syndicats de l'éclairage, qui, en principe, il y en a un par département. À ma connaissance, il y a une exception dans le Vaucluse, où il n'y a pas de syndicat de l'éclairage, mais quasiment tous les départements français ont un syndicat, qui est géré, là aussi, sous forme d'association, mais pas à but non lucratif, à but lucratif. Quatrième point, on verra le point de vue de l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, donc qui a émis des alertes concernant la technologie de la LED. Donc on y reviendra
là-dessus, on verra leur point de vue. Ensuite, il y a quelques extraits au niveau des médias, sur la presse nationale, et le point de vue, bien sûr, de l'association, c'est-à-dire de la NPCEN. Voilà. Bon, je vais m'asseoir, ça ne vous dérange pas. Je ne prends pas de masque, hein, j'ai les distances réglementaires. Et puis en plus, je ne sais pas si vous allez bien me comprendre après. Donc la première partie, donc qu'en pensent les citoyens. Donc là, on vous a mis un extrait, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, d'un courrier qu'on avait reçu. Ouais, c'est à peu près lisible. Donc voilà, ça c'est le type de document qu'on reçoit assez régulièrement avec des personnes qui sont éblouies par des éclairages qui sont mal orientés au niveau de ces fameuses LED et qui génèrent automatiquement beaucoup de nuisances. Alors là, on est en période de canicule, évidemment, c'est encore plus criard en période estivale puisqu'elles ne peuvent pas garder leurs volets ouverts. Et donc faire des courants d'air, et elles sont obligées de s'enfermer chez elles pour ne pas avoir ces problèmes-là. C'est une lettre adressée à la NPCEN ou adressée à la municipalité? Alors celle-là, en l'occurrence, est reçue par la NPCEN. C'est dommage. Alors ça Ça peut être éventuellement les deux, voire plus, hein, c'est pas le problème. Nous, on récupère une partie des informations. Parce que la NPCEN, ça commence à être un petit peu connu. Donc les gens, quand ils ont des problèmes vis-à-vis de leur éclairage, bon, c'est vrai que dans une première démarche, ils vont contacter le conseil municipal parce qu'ils connaissent quelqu'un dans les petites agglomérations tout du moins, ou après un courrier à la mairie si on voit que ça ne bouge pas. Mais très souvent en parallèle, ils demandent entre guillemets nos services pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Donc là, le premier courrier en fait c'était du département de la Loire, si je ne dis pas de bêtises, la commune de Noailly. 800 habitants, hein, donc bon, ça touche des petites communes. Là, par contre, c'est la commune d'Ivry, donc ça, je ne connais pas trop, c'est 94, c'est en région parisienne, je suppose. 63 000 habitants, donc là, il y a un peu plus de monde, et c'est une problématique, je vous laisse un peu voir le texte, lié à l'implantation d'un éclairage sur une caserne. Alors la particularité de la caserne, en fait, c'est que comme ça travaille 24 heures sur 24, il n'y a pas cette obligation d'extinction à partir d'1h du matin. Donc le bâtiment reste éclairé toute la nuit, et là ça provoquait une nuisance importante sur des appartements qui sont dans un immeuble. Je crois qu'on va voir les diapositives après. Donc voilà, ça c'est la personne qui rentre chez elle et qui s'aperçoit qu'effectivement, dans son studio, elle ne peut pas éviter un éclairage... Bien qu'elle habite en étage en plus, hein, parce que vous allez voir, je crois qu'elle a envoyé des photos à la NPCEN, c'est pas mal, puisque ça éclaire sur plusieurs niveaux. Oui, puis avec les fenêtres, ça reflète. Voilà, bon ça c'est un exemple à 23 heures du même bâtiment. Ça c'est une vue de son appartement, apparemment donc largement en étage. Hein, on voit bien que c'est au même niveau que chez elle. Ça, c'est la caserne de jour, puisque c'est éclairé jour et nuit. On peut se demander l'intérêt, d'ailleurs, que ça soit éclairé de jour. Mais voilà. Et ça, c'est une vue de son immeuble, vue pris d'en bas. Hein. Donc on voit les ombres portées où effectivement, donc on doit être au 7e étage, je vais compter tout à l'heure. On voit que c'est clair très très haut en fait. Là c'est un autre exemple de gêne, ça c'était sur la commune de Bougival, je ne sais pas si c'est... Ouais, voilà. Ça c'est dans le courrier. Alors Bougival, c'est dans le 78, 9000 habitants. Donc une personne qui habite à côté d'un bois et en fait qui effectivement est embêtée par ces éclairages surpuissants. On parle de Mirador, apparemment sans extinction la nuit. Là la personne elle a bougé puisque apparemment elle a envoyé un courrier au syndic de l'immeuble et elle n'a pas eu de réponse.
Voilà. On voit bien l'arbre. Hein. L'intérieur. On voit qu'elle est en bordure de forêt. Ça, c'est Chambéry. Donc, Chambéry, 73. 60 000 habitants. Voilà, donc il dénonce à peu près systématiquement le fait que il profite de la technologie qui, soi-disant, consomme moins, enfin ce qui est une vérité, ça on ne va pas le remettre en cause, mais les professionnels de l'éclairage en profitent pour mettre des éclairages surpuissants. C'est ça le principal problème de la LED, c'est la puissance de l'installation. Donc lumière intrusive, les gens ne peuvent plus ouvrir les fenêtres, monter les stores pour faire des courants d'air chez eux, donc bon voilà. C'est des vecteurs de verre qui sont signalés. Mais la lumière intrusive, c'est interdit en principe. Ouais, c'est assez facile à prouver, mais bon, après, par la suite, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut qu'il y ait une réaction, enfin, il faut qu'il y ait une écoute en face, parce que sinon, voilà. Moi, j'ai réussi à faire atteindre effectivement le bureau en adressant le courrier au maire qui a pris contact avec la propriétaire. Non, mais généralement, ça se passe bien, hein, mais bon, des fois, c'est très compliqué quand même. Ça, c'est un autre courrier, je ne sais pas si, ouais, dans le 91. Bon, là, il nous a carrément cité dans le courrier pour nous contacter sur la problématique. Bon, après, ça, c'est assez général. Hein. Donc, les lampes au sodium, c'était les fameuses lampes qui avaient un éclairage orienté plutôt jaune. Ouais, orange. Jaune orangé. Qui avait un énorme avantage, je pense qu'il y a des astronomes amateurs dans la salle pour la filtration, qu'il n'y a plus dans la LED. Monsieur Grelier, c'est un correspondant de 91. Voilà, bon, après, voilà, des exemples comme ça, il y en a un nombre certain. Donc, voilà, ça c'était un peu le regard du citoyen, de l'usager, on va dire. Le maire, donc le maire, c'est celui qui a le pouvoir de décider de la modification ou l'implantation d'un nouvel éclairage. Donc, qui va se référer le plus souvent, suivant la taille de la commune, soit un syndicat de l'éclairage, soit il aura un service technique interne qui lui permettra d'implanter, dans le respect des normes, son éclairage public. Donc maintenant, de toute façon, la question ne se pose plus. Généralement, tout ce qui se monte en nouvel éclairage ou en remplacement d'un éclairage existant, c'est quasiment 99% de l'aide. Hein. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, là, tel que c'est décrit dans le courrier, on arrive à une diminution de consommation de 22%, alors qu'en fait, on pourrait théoriquement atteindre largement 50% si on respectait le même niveau d'éclairement qu'on avait auparavant. Et je ne parle pas de l'extinction en milieu de nuit, évidemment, hein. C'est encore autre chose, sur les économies potentielles. Là, c'était un exemple donc à Pantin. Pantin, je ne sais pas quel département c'est. 93. Oui. Bravo. Voilà. En fait, les maires sont assez fiers de ce qu'ils réalisent, parce que bon, eux, ils ont l'impression de réaliser entre guillemets des économies, tout du moins à l'époque, parce que là, on n'était encore pas tout à fait sur des logiques actuelles d'augmentation du prix du kilowatt, puisque ça va relativement
très vite pour les communes, parce que faut savoir que le prix du kilowatt pour les communes, c'est pas le même que le prix du kilowatt pour les particuliers, c'est pas la même indexation, hein. Donc autant pour les particuliers, ça a fortement augmenté, mais de manière limitative, autant pour les communes, on est sur une exponentialité des tarifs actuellement, hein. Voilà, alors bon, eux, ils sont assez fiers des installations qu'ils font. Ils ne connaissent pas trop nécessairement la législation en cours sur le sujet. Bien que d'ailleurs qu'ils sont en première ligne lorsqu'il y a un mécontentement de la population, puisqu'ils reçoivent les courriers. Donc après, ils se retournent éventuellement vers les professionnels. Là, c'est un port, donc Morlaix, c'est dans le Finistère, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 15 000 habitants. Oui, je crois que c'est un port ou une zone industrielle, je ne me rappelle plus. Donc là, il y a un suréclairage hyper puissant. Évidemment, ça travaille 24 heures sur 24 aussi, donc il n'y a pas d'extinction la nuit. Mais bon, je pense qu'ils doivent arriver à voir ce qu'ils font vu le niveau d'intensité de cet éclairage. Pôle d'échange multimodal. Donc 20 lux, alors la Lune c'est un demi, un quart, pleine Lune. Hein. Ouais, pleine Lune c'est 0,25 lux, le Soleil c'est 100 000 lux. Voilà. Donc bon, et on peut lire le journal par pleine Lune quand même. Pleine Lune c'est limite, mais bon, 20 lux c'est un peu plus. Quoi. 20 lux c'est pas mal, quoi, voilà, proportionnellement pour et des... bon, 20 lux, si ce n'était que 20 lux. Oui. Donc là, on lit qu'il y a des normes particulières pour les personnes, pour tenir compte des personnes, la vision réduite. Il est mal positionné. C'est moi qui bouge, non? Non, mais après ça, il y a. En fait, il ne faut pas qu'il frotte sur Le tissu. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Non, mais c'est bon. Bon, C'est la loi limite à 25, il fallait pas entre 25 et 35 lux, mais il faut d'abord commencer par respecter la loi avant les normes qui, dans certains cas, sont des préconisations d'ordre privé. De toute façon, le problème en France, mais c'est, je pense, le cas dans la majorité des pays, c'est pas parce qu'une loi est promulguée qu'elle est respectée. Donc, voilà. Déjà, voilà. Ah non, mais il y a des cas, il y a des arrêtés. Oui, mais bon, là, c'est tout sorti, hein, c'est pas le problème. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un peu ça le problème, c'est qu'après, qui c'est qui fait les contrôles? Ben, apparemment, c'est le citoyen qui dénonce le problème. Ça a été attaque au tribunal administratif. Ouais, non, mais d'accord. Mais bon, je crois qu'il va garder son problème un certain temps. Donc, c'est ça, ouais. Ça, c'est des exemples de mise en lumière de la ville de Lyon. Bon, alors Lyon, c'est la ville lumière, hein, donc forcément, il fallait qu'il fasse... Bah, C'est 3 jours par an. oui, c'est une fête début décembre, là, voilà. Fête de la lumière. Mais en fait, les professionnels de l'éclairage aussi en profitent pour installer dans cette ville, et pas forcément ailleurs, une espèce de vitrine technologique liée à la LED, qui va servir après, je crois qu'il y a un commentaire sur le sujet. Les lumières originales de Lyon sont des bougies. Hein. Oui, ce qui a fait de la lumière, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a même une référence à l'ère glaciaire, hein, donc ils vont chercher loin dans leur imaginaire quand même, de ce côté-là. Hein. En plus, là, on est sur des exemples d'éclairage de lumière bleue. Hein. Donc, lumière bleue, on va voir plus loin, mais bon, c'est quasiment dans le spectre ce qu'il y a de plus nocif pour le vivant, quoi. Là, par contre, ils respectent l'extinction à 1h du matin. Ouais, bon, ça c'était... Ouais, là c'est délire un peu, ouais, quand même. Là c'est le palais de justice. Là, ils font des références à des villes historiques. Donc maintenant, le point de vue des professionnels de l'éclairage, donc les syndicats et les associations affiliées aux syndicats.
Donc là, Jean-Luc avait a développé sur un article qui est paru dans le Figaro, qui mettait en fait, donc en 2015, qui mettait en garde les éclairages justement de type LED qui rayonnaient énormément dans le bleu. Le journal ne faisait que de se référer au rapport de l'ANSES de l'époque, enfin qui date de 2010, mais bon, qui n'était pas très ancien par rapport à cette date-là. Et apparemment, ils sont montés au créneau pour dénoncer que les journalistes ne faisaient pas leur travail, quoi. Donc bon, on va développer un petit peu derrière. Alors ça, apparemment, ça les gêne énormément quand il y a des critiques de la presse sur les spécificités de leur métier, on va dire. Voilà, donc là, eux, ils dénonçaient en fait la lumière bleue. Alors ils disent que, bon, je parle toujours donc au nom des syndicats de l'éclairage, ils disent que c'est faux, puisque même le soleil émet de la lumière bleue. Bon, ça, on va voir plus loin que dans le spectre, c'est pas faux, mais bon. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est que dans le 1, ils disent qu'il n'y a pas de danger sur la lumière bleue, puis après dans le 3, ils vous disent ouais, on va essayer de limiter la lumière bleue. Donc ils se contredisent à quelque part dans l'article, quoi. Voilà, puis ils mettent après en avant toujours l'éternel argument de l'avantage de la LED par rapport à cette technologie-là. Ça a été signé par 3 types de professionnels. Là, il y a un descriptif des différents syndicats. Bon, voilà. Bon, après, c'est la cuisine des professionnels. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un très très fort monopole du syndicat de l'éclairage en France, hein, puisque bon, on voit que ça atteint des proportions, 80% des lampes vendues en France, ça passe par eux. Toutes les normes passent par eux. Alors la NPCM, dans son temps, avait voulu faire partie des normes, des commissions qui décident des normes AFNOR. Je ne sais pas si vous avez su cette histoire il y a déjà une dizaine d'années maintenant. Puis ils ont fini par claquer la porte parce qu'en fait, il y avait un consensus entre les fabricants et les syndicats pour faire passer leur sauce. Et le monde environnemental n'avait pas pu faire valoir des arguments, surtout à l'époque en plus. Bon, on en parle de plus en plus de l'environnement, mais il y a 15-20 ans... Quand j'étais à la discussion au ministère sur les... C'était à l'époque où je prenais l'environnement, et avant qu'il ait arrêté tout ça... Après coup, j'ai compris que c'était des bons lobbyistes qui étaient présents à chacune des réunions, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Non, mais il y a 3-4 fabricants en Europe, donc ils se partagent la galette, quoi. Et la galette est intéressante parce que ça rapporte, on va dire. Et là, c'était la 3e signataire du document qui s'appelait Cluster Lumière. Voilà. Donc l'ANSES, c'est donc le... Excusez-moi, parce que moi, à chaque fois, j'oublie ce que ça veut dire, l'ANSES. Donc, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Donc, l'ANSES avait sorti par 2 fois, mais je pense que là, on doit parler de celui de 2010, un dossier de presse qui mettait en garde justement la dangerosité de cet éclairage bleu, qui était énormément présent dans les premières LED installées de 2000 à 2010, même après, évidemment. Maintenant, la technologie commence à évoluer et on va vers des éclairages plus chauds, y compris dans la LED. On n'est pas encore sur de la LED ambrée, qui faisait partie dans les étiquettes environnementales de la NPCEN des bons choix, hein, puisque je crois qu'on avait mis du B. Vous savez, les étiquettes environnementales, c'est A, B, C, D, etc. pour la qualité de la lumière. Et la LED ambrée, dans les analyses qu'avait fait Nicolas Bessolas à l'époque, elle était classée en B.
sachant que les LED bleus et éventuellement en milieu de rayonnement du spectre sont plutôt classés en C, D, voire E. Alors la lumière bleue, c'est vraiment quelque chose qui gêne énormément le vivant. Il faut savoir que, effectivement, la deuxième cause d'extinction des insectes, c'est l'éclairage public. Et les insectes sont particulièrement sensibles au niveau du spectre à l'éclairage bleu. Alors, également pour la santé humaine, où effectivement il y a des problématiques. Je pense que les ophtalmologistes vont avoir de belles années devant eux, compte tenu que ces éclairages bleus ont été aussi implantés dans les maisons, hein, pas que dans l'éclairage public. Cependant, je pense que les lumières bleues que l'on a dans des villes pour les passages piétonniers, donc, je connais plusieurs villes en France où ça se fait. Malgré tout, quand tu marches, on ne va pas regarder la lampe, on ne regarde pas plus le soleil, quand on marche, on a la tête baissée, donc quand même, on n'est pas impacté par la lumière bleue, me semble. Oui, mais bon, malheureusement... Quand tu passes en voiture, tu la vois quand même. ouais, voilà. Quand Non. tu passes en voiture, c'est pas un éblouissement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candélabres qui sont mal installés et en fait, à la base, l'éclairage ne devrait pas nuire. Il ne devrait pas y avoir d'éclairage direct sur l'œil humain, ce qui n'est pas le cas en fait. Hein. Souvent, moi j'ai vu, ça tombe, c'est la lumière qui tombe. Ouais. Alors après, il y a les bébés qu'on promène en poussette et qui, eux, c'est l'inverse. Bon, ouais. Les vers du sud parisien, il y a des endroits dangereux, c'est aberrant. Il y a des projecteurs qui aveuglent complètement. Ouais. Je suis pratiquement obligé de m'arrêter à Ouais. l'endroit qui est dangereux. Ouais. Alors effectivement, on est tellement ébloui qu'on s'arrête, donc il y a moins de danger, mais... Ouais, encore que ça peut se passer derrière, le problème après. J'ai écrit à la municipalité de ta ville à propos des LED bleus qu'ils ont installés sur les passages pour piétons. Ah oui. Je te dirai la réponse si tu veux. Ah ouais. C'est le début, il y en a beaucoup. Oui, et ils en ont installé au C'est Chénet. vraiment installé plus d'un chez. Le but qu'ils ont installé probablement peut-être avant la mise en place de l'arrêté, tandis que là, c'était postérieur. Mais l'éclairage bleu que vous parlez sur les zones piétonnières, concrètement, c'est quoi? C'est au début et à la fin du passage piéton? Un projecteur qui éclaire Ah ouais, ça, on n'en a pas ça. De la lumière bleue, effectivement. Ah, d'accord. Un bleu sur le sol. Ok, C'est pour que les voitures sachent que là, il y a un piéton qui peut passer. ouais, d'accord. le LED avec tout le bleu. Moi, Ah, ça, on n'en a pas dans la région. Hein. Vraiment, je trouvais que c'était une certaine protection du piéton. La nuit, quand les voitures. Tu mets du blanc, ça suffit. Et effectivement, oui. Voilà, là, il y a un descriptif un peu des problématiques liées à cette longueur d'onde. On va voir un petit peu plus loin par rapport à des analyses de spectre. Les enfants, oui, c'est vrai, c'est bon. La population sensible. Sans parler que les générations qui arrivent, enfin la nôtre en fait un tout petit peu partie, on est de plus en plus habitué à travailler sur des écrans, sur les téléphones, etc. Donc on baigne dans ce genre de... Même si vous mettez un filtre sur un téléphone portable qui va filtrer la lumière bleue, c'est peu significatif par rapport au problème, quoi. Ça, on l'a déjà vu, là, non? Alors, c'est moi qui fais des conneries, là, excusez-moi. Ouais, c'est ça. J'en me suis perdu.
Voilà, donc toujours ces problématiques de suréclairage. Voilà, donc là, Jean-Luc, il a illustré par un spectre du soleil. On voit que la lumière bleue, certes, elle est présente, mais elle n'est pas significative. Et là, il a mis un spectre d'une LED en lumière blanche, où on voit très nettement la pointe du bleu à gauche. Donc on n'est pas du tout sur le même modèle que l'éclairage du soleil, l'éclairage naturel. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on progresse aussi sur l'utilisation des LED et on va faire des LED dites de plus en plus chaudes. Alors paradoxalement, on baisse dans l'unité de mesure de la lampe, puisque plus le chiffre est faible, plus la lumière est chaude. Voilà, on parle comme ça. Ça doit arranger les fabricants là, de remplacer toutes les LED bleues par des LED. Ah ben c'est un business, oui, ouais, quand même. À la limite, on peut se demander si on l'a fait exprès au départ. Pardon ? On peut se demander s'ils l'ont pas fait exprès au départ. Ah non, la fréquence bleue, ça c'est lié au principe de la LED bleue. Hein. On ne peut pas ajuster oui, ça... on peut pas ajuster le bleu. Là. Oui, c'est dans la technologie même de la LED qu'on ne savait pas faire. D'ailleurs, les LED de plus en plus chaudes, en fait, c'est simplement des espèces de filtres qu'ils mettent devant, mais la lumière émissive, c'est toujours du bleu. C'est toujours la même fréquence. Alors, attendez voir. Voilà, là, on a superposé en fait l'éclairage du soleil derrière et en fait devant l'éclairage d'une LED froide. Donc on voit bien que ça n'a pas beaucoup de rapport. Et cette pointe dans le bleu qui ressort énormément. Alors au niveau du bleu, donc il y a. Alors moi je ne suis pas un technicien, physicien, etc. Mais apparemment, lorsque ça rayonne dans le 435 en longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle la lumière nocive. Donc en théorie, l'œil humain, il est fait pour se fermer automatiquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éblouissement, à 480. D'accord ? Et on voit que donc il y a des LED qui émettent sur du 435, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça va faire le bonheur des ophtalmos, tout ça. Donc voilà pour l'aspect de l'ANSES. Et là, maintenant, le chapitre au niveau du point de vue dans la presse. Donc là, je pense que c'est au-dessus de Grenoble, ou tout du moins c'est dans ce secteur. Il y a des astronomes dans la salle, donc on voit un peu Orion, les Hyades, les Pléiades, et c'est assez symbolique parce que bon, la population reste dans des couches, ne voit pas les étoiles déjà. Bon, ça c'est un autre problème, c'est pas lié à la LED, mais en plus, on les conditionne pour rester dans un suréclairage qu'on voit bien sur la diapo. Et bon, la presse aime bien effectivement rappeler le fait que la pollution lumineuse, quel que soit l'état de la réglementation de chacun des pays, elle continue à augmenter, en principe à peu près 2% par an, alors qu'on parle de plus en plus d'environnement, de problèmes effectivement de nuit qui disparaît, et pas nécessairement que les étoiles, mais tous les impacts que ça peut avoir sur le monde du vivant. Et puis ça fait des rappels à effectivement toutes les nuisances, quel que soit le type de population du vivant. De toute façon, ça touche des insectes à l'homme et tout ce qu'il y a au milieu. C'est bon ? Bon, là, c'est une illustration de l'évolution, effectivement, de l'éclairage sur l'ensemble de la planète, sur les données qui ont été transmises ou pas par certains pays en images satellites. Donc, on ne va pas vers le meilleur. Effectivement, la nuit, globalement, la nuit disparaît. Ouais, ça, c'était aussi un article relativement récent qui dénonçait
ces aspects de disparition de la nuit. Et effectivement, le problème pour les astronomes amateurs d'être obligés de monter à Val-d'Rôme pour. Val-d'Rôme étant quand même pas mal préservé. Hier soir, SQM de 21,8, non? Moi, j'ai eu 21,7 au début. Ah. Ce qui est pas mal en France, je pense. Enfin, en Europe de l'Ouest, maintenant, il n'y a plus de Bortol 2, je crois que ça n'existe plus. On n'est plus que sur du Bortol 3. C'est une autre échelle américaine d'intensité lumineuse. Donc pour retrouver un ciel tel que l'ont connu nos grands-parents, il ne faut pas rester en Europe, quoi. Une exception près, c'est les Canaries. Il m'a l'air de dire que les LED sont recyclables. Oui, alors en théorie, après moi je ne connais pas les détails techniques sur est-ce que c'est bien organisé, etc. Mais à la base, c'était dans les obligations des constructeurs de prévoir les recyclages de leurs lampes, malgré les difficultés techniques qu'ils peuvent rencontrer pour le faire, par contre. Puisqu'il y a l'utilisation de terres rares dans la LED et que, bon, voilà, par définition, il fallait faire le maximum pour essayer de récupérer la matière. Ceci dit, on n'a pas encore énormément de recul, puisqu'il y a des durées de vie relativement longues par rapport à l'ensemble du parc mondial installé. Voilà, alors il commence à. Donc là, on arrive sur la notion d'extinction en cours de nuit. Donc pour l'instant, en France, il n'y a pas d'obligation d'extinction en cours de nuit. Simplement, c'est à la discrétion des maires. Et de plus en plus de communes coupent. Alors bon, moi, je le vois, je reçois de plus en plus de mails de communes qui me demandent des renseignements sur les extinctions. Alors, ce n'est pas tant pour des problématiques d'environnement, mais c'est beaucoup pour des problématiques financières, évidemment, vu l'explosion du prix, effectivement, actuellement du kilowattheure. Mais même des très grandes villes, comme la ville de Lille, par exemple, commencent à se poser des questions. À ma connaissance, en France, la plus grande commune qui éteint, c'était, alors je ne sais pas si elle a été battue, c'était Saumur. Ouais. C'est laquelle? Saumur qui a 35 000 habitants. Ça fait très longtemps que. Il y avait Jean-Paul Bulle. Correspondant? Paul Bulle. Paul. Il s'en est beaucoup occupé. Ouais. Prédécesseur de C'est ça. Donc ensuite, et pour terminer, la position de l'AMPSEN sur cette problématique. Donc nous, on dénonce effectivement la confusion qu'il peut y avoir entre l'économie d'énergie et le niveau d'éclairement des professionnels. Ils ne voient que l'argument financier, donc du coup, ça coûte moins cher à la commune, donc ils éclairent encore plus, mais de toute façon, ça leur coûtait moins cher. Donc ils mettent plus de points lumineux et plus d'intensité par point lumineux. Je pense que la crise actuelle liée à l'Ukraine et le problème d'approvisionnement et de fabrication d'électricité, ce serait une opportunité de montrer que c'est le moment vraiment maintenant, Tout à fait. financièrement, d'avoir un bon résultat en réduisant l'électricité, puisque en plus ça va coûter beaucoup plus cher maintenant. Tout à fait. Et les annonces faites par les distributeurs là, qui éteignent les éclairages de nuit, les parkings. Vous voulez dire en privé ou en public? Non, les communiqués de presse, Carrefour et tout ça. Oui, ça. Je n'ai pas vu ça. Ils ont commencé, je ne sais pas, ils disaient qu'ils commençaient tout de suite. Moi, j'ai vu passer un article. J'ai pas vu ça. Non. J'ai vu passer quelque chose la semaine dernière concernant les enseignes lumineuses. Où, apparemment, il y a. Mais de toute façon, Oui, voilà. Je ne sais plus, à partir du 15 octobre, je ne sais plus pour regarder, mais. Ouais, ça Il faisait. y a eu quelques réactions, justement, elle m'a dit dans les groupes, qui disaient que
c'est un peu de la com parce que je n'ai pas grand-chose par rapport à ce qu'il devrait déjà faire. Bien sûr. D'ailleurs, quand il y a eu la crise du Covid, notamment la première année, quand il y avait le... Comment on appelle ça, que les gens n'avaient pas le droit de sortir Non, mais ça avait un terme... Ah, aidez-moi. Non, c'est pas confinement. C'est pas la loi martiale, c'est au milieu, là. Le couvre-feu, merci. Quand il y avait les lois du couvre-feu, donc on n'avait pas le droit de sortir, il y a très peu de communes en France qui ont coupé leur éclairage à 21h30. À quoi ça servait de garder un éclairage puisque les gens n'avaient pas le droit de sortir? Déjà, c'est pas évident à faire si c'est pas prévu. Oui, mais bon, maintenant, avec la technologie LED, généralement, c'est relativement facile. Oui. Si ils peuvent, c'est un peu plus compliqué. Ils sont obligés de faire un peu le tour. Ah oui, mais à ce moment-là, on a un système où on allumait les non, sans exagérer, c'est pas un par un, mais bon, effectivement, c'est quartier par quartier. Parce que c'est alimenté par le secteur. Oui, parce que chaque îlot est indépendant. Il y a un compteur et puis il y a un distributeur qui a le numéro. Mais souvent, l'implantation des LED dans les communes qui n'en avaient pas, ils en ont profité aussi pour centraliser l'éclairage sur l'ensemble de la commune. Oui, mais souvent, pour le réseau, ils se raccordent à différents points. Après, c'est quand ils pouvaient le faire, parce que techniquement, effectivement, des fois, c'est un peu compliqué de tout centraliser, ça, quoi. Mais, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, donc ça, on était sur le... Attendez, je me trompe de bouton. Voilà, donc la NPCEN raisonne plus sur des raisonnements, si vous voulez, en amont. Est-ce qu'il faut éclairer? S'il faut éclairer, comment il faut éclairer, etc. Il ne s'agit pas de remplacer systématiquement et de faire du suréclairage à tout va, quoi. Par rapport à une technologie qui, effectivement, présente des avantages en termes d'économie d'énergie, toujours. Hein. Et le plan du néon est encore actif? Oui, ça tourne toujours. Ça. Mais ça dépend un peu dans les régions, les villes. Hein. Alors, il faut quand même savoir que théoriquement, les éclairages des vitrines, ils ont l'obligation d'éteindre aussi maintenant. Donc, bon, il y en a beaucoup qui ne la respectent pas. Il suffit de se promener à 2h du matin dans n'importe quel... Il y avait encore un reportage il y a 15 jours à la télévision. Alors, c'était pas forcément officiellement Clan du Néon, mais c'était des jeunes qui faisaient un petit peu la combat. Activistes. Alors, ils les présentent toujours un petit peu comme des. Je sais pas comment, avec quel terme. Marginaux. Des marginaux, un peu comme ça. Et, ouais, c'est dommage. En oubliant d'expliquer qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. L'air de dire qu'ils font commettre des infractions comme ça pour. Alors qu'en fait, non. Oui, il y avait la propriétaire d'une agence dont l'éclairage avait éteint. La remarque qu'elle avait faite, mais c'est incroyable que les gens pensent comme ça. Ben oui, mais nous, on veut être visible pour nos. C'était une banque, je crois, pour nos clients. Et, enfin, c'est des arguments, ça n'a aucun sens. Enfin, tout à fait. On a besoin comme s'ils avaient besoin de voir l'agence éclairée à 2h du matin. Oui, puis je ne suis pas certain que les gens fassent bien attention. Oui. Vous lui demandez, c'est éclairé, je peux rentrer, puis sinon je avec une marteau dans la... C'est ça. Voilà, alors après, la NPCEN, notamment avec l'impulsion de Anne-Marie Ducroux, a beaucoup travaillé sur les législations et l'évolution de la législation, puisqu'en France, il n'y avait quasiment aucun texte sur la pollution lumineuse. Les professionnels de l'éclairage, d'ailleurs, n'appelaient pas ça de la pollution lumineuse, ils appelaient ça des nuisances lumineuses. Ils avaient édité des documents, alors ça c'était avant les années 2000, sur le sujet. Et grâce à l'association, le terme pollution lumineuse est rentré dans les textes de loi. Et à partir de là, il y a eu tout un développement en 2010, en 2017, 2018, sur des textes qui sont repris sur le site de la NPCEN. Donc je crois que Jean-Luc vous a fait des extraits. Voilà, nous y sommes. Donc là, sur la page, en accès public, hein, pas obligatoirement en étant adhérent de la NPCEN, vous avez accès aux informations concernant la réglementation actuelle en France, qui est très évolutive, hein, puisque ça va, je pense, encore énormément bouger sur l'éclairage public, ou privé d'ailleurs, commercial en tout cas. La revue L'Astronomie
l'astronomie, qui est tout à fait associé au travail de NPCEN. Régulièrement, chaque année, on fait un article où on publie le point sur les lois et sur les actions menées par l'NPCEN, en particulier les villages étoilés. C'est ça, tout à fait. La population, la SAF relaie auprès de ses lecteurs, de ses abonnés, relaie les informations de la NPCEN. Alors, Ville et Villages Étoilés, en fait, c'est un concours organisé depuis, alors maintenant, je dirais une quinzaine d'années en France, sur un peu le même modèle que Ville et Villages Fleuris, et où les communes participent en maintenant remplissant un questionnaire en ligne, relativement, alors assez technique, mais bon, les informations, ils peuvent les avoir par le syndicat de l'énergie, et en fait qui labellise de 0, puisqu'il y a la possibilité d'avoir concouru, mais de ne pas être élu, donc de ne pas avoir d'étoiles, jusqu'à 5 étoiles, je crois. C'est ça, hein, Nicolas? 5 étoiles le maximum? 5 étoiles. Ouais, je crois que c'est 5 étoiles. La deuxième chose, c'est que l'éclairage des autoroutes a pratiquement disparu. La raison. Il n'y en a jamais eu beaucoup. Si, il y en avait un. En France, il y avait oui. Il a disparu pour une raison bien simple. Il y a des gens qui ont volé les câbles. Ah oui, il y a eu ça. Mais ils ont été remplacés dans un premier temps, mais après. Ils n'ont pas voulu remplacer, puis ils se sont aperçus qu'il y avait moins d'accidents quand il n'y avait pas d'éclairage. Parce que du coup, les gens roulaient un peu moins vite. Alors ça, je ne sais plus si c'est. Comme ça dépend de la commune, mais la partie nationale, elle n'est pas éclairée. J'ai pas l'impression que ça baisse beaucoup en Belgique, ou qui est le pays référence en éclairage de l'autoroute. Hein. Mais oui, effectivement, en France, ouais, c'est énorme, énorme. Tout à fait. Alors il y a autre chose qui joue, c'est que même la guerre, avant on éteignait tout l'éclairage public, mais maintenant avec les méthodes modernes, on ne s'occupe plus de ça. Ouais. Bah si. Je me souviens des... On éteignait autrefois. Ah ben, pendant la guerre de 40, oui, pas à cause des... Parce que les par rapport au bombardement. Il y avait un couvre-feu, les voitures avaient des espèces de caches sur les lampes, Ouais, c'est ça. sur les ampoules. Et pour terminer avec le concours Ville et Villages Étoilés, l'énorme avantage aussi qu'ont les communes d'y participer, c'est qu'elles ont droit à un diagnostic avec un autre regard que le regard du syndicat de l'éclairage sur les axes de progrès qu'ils peuvent faire en matière d'environnement et aussi et surtout en matière d'économie d'énergie. Puisque bon, là on l'a vu, la pollution lumineuse continue à augmenter, malgré le fait qu'on utilise une technologie théoriquement moins consommatrice d'électricité, et donc du coup on en profite pour mettre une notion de suréclairage qui crée encore plus de pollution. Donc là c'est les communes qui veulent s'engager dans une démarche environnementale qui participent plutôt à ce concours qui a de plus en plus de succès puisqu'il y a de plus en plus de communes qui y participent. Voilà, donc là c'est toujours dans le descriptif des différents textes de loi. Les choses ont commencé à bouger en France avec l'année mondiale de l'astronomie. En gros, c'était en 2009, pardon. C'était le gouvernement Sarkozy, si mes souvenirs sont bons, et avec le Grenelle de l'environnement. Oui, Grenelle de l'environnement et Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais. Voilà. Alors, il y avait eu quelques tentatives de députés, dont Nathalie Kosciusko-Morizet et un député des Alpes-Maritimes, mais je ne sais plus son nom, qui avait essayé de faire passer des textes de loi à l'Assemblée nationale, mais c'était classé sans suite. Et grâce à l'année mondiale de l'astronomie, là, ça a commencé à brasser au niveau de la presse, etc. Il y a eu du lobbying environnemental, on va dire, qui s'est créé à ce moment-là, en France pour la première fois. Et bon, il y a eu effectivement, après, une écoute des différents gouvernements. Et une fois que le processus est engagé, bon, voilà, généralement, ça se poursuit. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, il y a on a passé des accords avec les parcs nationaux, les parcs régionaux, qui développent actuellement beaucoup sur les trams bleues et les trams vertes. Et on en a profité pour introduire la notion de tram noir, tram nocturne. Et on le retrouve de plus en plus souvent dans les chartes des PNR en France. D'ailleurs, le mot pollution lumineuse, ici, est remplacé par nuisance lumineuse.
Ouais, des fois, ouais. Ça, c'est le lobbying des éclairagistes qui ne voulaient pas. Ouais, ils sont quand même toujours bien présents. Hein. Et il faut savoir aussi que l'association a énormément peiné pour arriver à ce que les décrets sortent. Parce que bon, la loi était sortie, mais une loi ne s'applique pas tant que tous les décrets ne sont pas sortis. Et là, je ne sais pas combien il s'est écoulé d'années entre la promulgation de la loi et les décrets. Ça a été assez compliqué et une bataille de tous les instants d'Anne-Marie. Hein. Il y avait l'obligation, je crois que toute loi, au moins 7-10 ans après, oui. doit obligatoirement avoir un arrêté d'application. Oui. Oui, donc du coup, ça a été dénoncé devant une commission européenne, je crois, et là, du coup, le gouvernement français a réagi. Voilà, et donc je reprends. C'est fait, voilà. S'il y en a qui ne sont pas adhérents, n'hésitez pas, c'est une association en 1901, reconnue d'utilité publique, et à ce titre, vous avez droit à une réduction. C'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction de 2/3 sur le montant de la cotisation. Si tu as avec toi des documents, j'ai pas. On peut les mettre dans la salle du bureau. Là. Ouais, malheureusement, j'ai pas, parce que bon, maintenant les inscriptions, c'est beaucoup en ligne et. Ouais, lui, il a le stock avec lui. J'ai pas, voilà. Vous prenez sur internet, vous mettez AMP7, vous savez tout. Voilà, il faut aller là et je crois qu'on adhère. Alors, on ne voit pas très bien sur la diapo, et pourtant, pas nécessairement net. Voilà, tout en haut, adhérer, faire un don, etc. À droite du logo. En fait, vous cliquez là et les adhésions sont en ligne. Après, il existe des bulletins d'adhésion papier, mais bon, plus compliqué à les avoir à jour. Le nombre d'adhérents évolue. Alors, moi, à une époque, je m'occupais de l'aspect administratif, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais les cartes d'adhérents, les reçus fiscaux, etc. Et ça fait 3 ans maintenant que je ne fais plus, donc je ne sais plus réellement le nombre. On a à peu près moins de 1000 adhérents, je pense, mais voilà, sur la proportion. Ouais. Sous réserve, à moins que c'est fortement augmenté ces dernières années. Ça a augmenté beaucoup au début, puis après ça plafonne un peu. Ouais, ça plafonne. Alors après, si on tient compte du fait qu'il y a beaucoup d'associations, il y a même des communes qui sont adhérents par le concours Villes et Villages étoilés, on encourage très fortement les communes, vu les économies qu'on leur fait faire, d'adhérer quand même à la NPCEN. Donc là, après, si on intègre l'ensemble des membres de l'association, etc., les communes, etc., ça dépasse certainement le nombre que je vous ai donné. Mais en adhésion individuelle particulière, voilà, on est plutôt sur 800, ouais, je pense. Et au sujet de l'extinction nocturne, est-ce qu'il y a beaucoup de retours négatifs ? Il y en a de temps en temps, il y en a surtout au changement de conseil municipal. Moi, je connais une commune en Ardèche qui était la première commune du département à éteindre la nuit. Quand il y a eu le changement de conseil, la première mesure qui a été prise du nouveau conseil, c'est de rallumer. Alors que c'était éteint depuis 3-4 ans, il y a 180 habitants. Voilà. Et ils passent leur temps entre 1h du matin et 5h du matin à se promener dans les rues. Ils font pisser les chiens, ou je sais pas, oui, peut-être. Je vous en prie. J'ai noté qu'il y avait une différence de tarif électrique entre particuliers et municipalités. Ouais. Mais dans quel sens, s'il vous plaît ? C'est beaucoup plus cher pour les communes que pour les particuliers, puisque au niveau des particuliers, il y a des textes qui limitent, sinon on serait sur des proportions beaucoup plus élevées actuellement. Je crois que c'est 40% chez les particuliers, et pour les professionnels, enfin pour les communes, on est au-delà des 70% maintenant. Je vous pose la question parce que moi j'ai une voiture électrique et je charge, la commune m'offre des bornes depuis 4 ans, je ne sais pas si ça durera longtemps, et donc ça veut dire que je récupère vraiment une partie de mes impôts locaux. Donc ça sera quelque part, oui. Puisque la commune paye le kilowattheure des bornes plus cher que moi. Tout à fait. Et c'est pas terminé l'augmentation de l'éclairage du kilowatt apparemment, hein. On n'en est qu'au début. Voilà. Il y a la présentation ou pas des choses ? Pardon ? Pas des choses à présenter ?
C'est la fin, parce que j'avais des questions. C'est la fin. Je crois que c'est la fin. Ouais, ben voilà, on parle de la cotisation. Donc 2/3 déductible des impôts. On en a parlé. Bon, ça, je pense que beaucoup connaissent. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas la NPC. Ouais, je crois qu'on en parle dans la diapo. Ouais, on a récupéré un E pour environnement en 2010. Voilà. Donc on a un site internet qui est très bien fait. Oui. Enfin, les professionnels étaient déjà gênés aussi. Hein, ouais. Parce que moi, j'ai retrouvé des textes dans la revue de la SAF, mais qui sont très très vieux, où on parlait déjà des professionnels de l'éclairage. Je ne sais pas si c'était pas à l'Observatoire de Paris, où en préface du bulletin de la SAF, il y avait un professionnel qui s'exprimait et il parlait de pollution lumineuse. Mais c'est vieux. Hein. Ça doit être il y a au moins 40 ans, 30 ans. Oui. Voilà, je crois qu'on est au bout. Merci. Merci. Voilà. Vas-y. Je voulais demander donc, pour mes voisins, je peux trouver les arguments sur le site. Oui. Quand je vais aller les voir, je peux. Est-ce que vous avez un problème là-dessus? Non, mais dernièrement, ils ont installé un éclairage LED intégré dans leur terrasse et ça éclaire en bleu. Donc toute leur façade est éclairée bleue. D'accord. Donc ça fait peut-être un mois. Ok. Donc vous avez une nuisance de ce côté-là. C'est Philippe quand il a vu ça. Alors là, il laisse peut-être pas éclairer tout. Non, il laisse pas éclairer toute la nuit. Même si ça coûte moins cher, on va dire. C'est vrai qu'on a envie de sensibiliser les gens. Enfin, on voit tellement d'aberrations qui sont faites. Vous êtes dans quelle région? Le Nord-Isère. Vous devez contacter le correspondant régional de l'NPCEN dans cette région. Il vous aidera peut-être justement à étudier la situation. Après, c'est aussi une question de voisinage. Il faut aussi C'est sûrement plus compliqué entre privé et privé. Hein. Ouais. Là, je pense. Même problème, je me suis rendu chez le voisin qui a Ouais. des LED 9 mètres qui m'envoie toute la lumière dans le jardin. Ah ouais. Lumière blanche, enfin bleue. Ouais, entre autres. Très puissante, 300 watts, 2 projecteurs. Alors, moi j'avais une question là, en partie pour répondre aussi à votre question et qui fâche certainement au niveau de la LPCEN. Parce que comme je disais, Sophie avec à l'Observatoire de Paris, il y a une action incitative pluriannuelle qui intègre les problèmes de pollution lumineuse et puis pollution satellitaire. Quoi. Et donc on a fait une première réunion un petit peu avec les acteurs concernant la pollution lumineuse autour de la région parisienne, parce qu'en premier lieu, c'est aussi pour voir ce qu'on peut faire au niveau de la région parisienne. Donc l'idée éventuellement, c'est par exemple d'acquérir du matériel qui permet de faire des mesures, etc. Quoi, qu'on pourrait, visiblement, la responsable de tout ça et les participants sont plus des gens d'agir pour l'environnement. Et je sais que quand on leur parle de la NPCEN, il semblerait qu'il n'y ait pas des synergies très cordiales, ou j'en sais rien, je ne sais pas quel est ton aperçu. Moi, tu sais, je suis correspondant au fin fond de la province. Oui. Je ne sais pas trop au niveau du CA, tout ça, comment les choses... Parce qu'ils sont en train de reprendre un peu les choses. Et là, donc Agir pour l'environnement, ils sont surtout à l'initiative du jour de la nuit, la manifestation qui a lieu donc cette année, c'est le 5 octobre. Donc il y a plein d'actions partout pour inciter les mairies à éteindre, pour faire découvrir les ciels, les étoiles et la faune aussi, d'où tout l'impact. Et ils ont sorti une plaquette justement à propos des intrusions lumineuses. Quoi. Si vous allez sur leur site web, alors je suis désolé, je vais faire tout pour Agir pour l'environnement, il y a toute une plaquette qui explique est-ce que vous avez une lumière intrusive ou pas en face de chez vous, et éventuellement il y a un petit guide et un peu pour éventuellement faire des actions. Quoi. Où peut-on trouver cette plaquette? C'est sur le site. Ils ont un truc en 3-4 pages qui explique. Voilà, donc, je crois qu'ils avaient édité aussi un document papier qu'on trouvait à différents endroits. Sur ce que tu dis là-bas, ça me parle. Moi non plus. Il y avait leurs 3 représentants qui étaient là. Quoi, donc, là c'est aussi parce qu'on veut faire des actions culturelles et profiter. Alors je
pense que la NPCN aussi quand même soutient l'action, hein, ils font partie des soutiens officiels, mais Je sais pas. Ils font leurs choses et ils font des choses aussi dans le même objectif. Peut-être que la NPCN est plus portée sur la partie législative et eux sur la partie action sur le terrain, quoi, mais Alors, je sais pas. oui, c'est peut-être un... C'est enregistré là? Hein Oui, on va couper. Question. Oui, non, je termine avec Ouais. Nicolas.